Après vous avoir teasé 150 fois cette vidéo, je me dois de vous la faire, non pas par obligation, mais parce qu'elle occupe une place importante dans ma chaîne. En effet, aujourd'hui on va parler de Darkrai en globalité, en les catégorisant, en reliant leurs points communs, mais aussi en parlant un peu de narration. Trêve de bavardage, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Darkrai ? Comme son nom l'indique, c'est basiquement un circuit dans le noir. Les premiers Darkrai que l'on retrouve sont historiquement les maisons hantées des fêtes foraines présentes au début du siècle dernier. On se baladait à pied ou en chariot et on croisait des monstres, à l'époque incarnés par la famille du Forain. Puis le concept a doucement évolué pour arriver en 1956 au Darkrai de Walt Disney, beaucoup plus poussé technologiquement, avec notamment des systèmes de freinage ou l'apparition des premiers animatronics. Depuis cette date, les différents Darkrai ont bien évidemment encore évolué, et on peut les catégoriser maintenant en différentes sous-catégories grâce à leur ride system. Tout d'abord, on a le Darkrai classique, composé de chariots simples et de rails. On a une progression dans l'attraction lente avec des virages à jets latéraux puissants. Vient ensuite chronologiquement les Water Darkrai, constitués d'un cours d'eau en mouvement et de bateaux. Le premier véritable Water Darkrai est d'ailleurs It's a Small World présenté à l'exposition universelle de 1964 à New York, en partenariat avec l'ONU. Ces Darkrai peuvent avoir des chutes et des splashs, comme dans Pirates des Caraïbes. Nous avons ensuite les Flying Darkrai, avec comme porte-étendard Peter Pan's Flight. On est ici dans un véhicule guidé par un ride au-dessus de notre tête, donnant l'impression de voler au-dessus du paysage. Et enfin, le dernier Darkrai est pour moi le Trackless Darkrai, un Darkrai classique mais possédant des véhicules guidés automatiquement par un ordinateur, ce qui rajoute de la fluidité et de la magie au ride. Mais il y en a bien évidemment d'autres, des EMV au Doomsbuggy en passant par les Darkrai interactifs, il y a de quoi faire pour se diversifier. Mais ce qui est intéressant dans les Darkrai n'est pas le ride system en soi, car même s'il peut permettre de contextualiser une attraction, les rats mobiles de Ratatouille par exemple, son importance n'est que minime. Non, ce qui compte dans ce genre d'attraction, c'est la narration que l'attraction possède, et qu'elle soit racontée, environnementale ou bien induite, nous allons décortiquer aujourd'hui tout ça. Bon, la question qui va suivre est évidente, mais qu'est-ce que la narration ? Eh bien pour le coup, pas besoin d'aller chercher très loin vu que la narration est tout bêtement le moyen de nous conter une histoire. Et ça, il en existe des masses. Mais on va parler des principales afin que la vidéo ne dure pas 50 heures. Personnellement, je catégorise la narration en 3 parties. La narration racontée, la narration environnementale et la narration induite. Regardons maintenant, ensemble, ce que cachent ces 3 catégories. Tout d'abord, parlons un peu de la narration racontée. C'est le format de narration le plus utilisé à travers les différents médias. Que ce soit dans un livre, lorsqu'un narrateur nous raconte une histoire, dans un jeu avec des dialogues décrivant les situations, ou bien dans une émission TV avec la douce voix de Pierre-Alain de Garrigue. Le but de cette narration est de faire comprendre à la personne qui est dans l'histoire les tenants et les aboutissants, sans qu'il n'ait à réfléchir. Il y a juste à avaler ce qu'on lui donne, et se faire guider par le flot narratif du média. Toutes les situations qui vont arriver à la suite de cette narration sont le plus souvent guidées, et l'utilisateur n'aura des surprises que lorsque la narration aura décidé d'en faire. Ce type de narration, on peut la retrouver dans les jeux Lego, ou bien dans les gros RPG comme Skyrim ou Divinity 2. En effet, dans ces jeux, on a énormément de cinématiques, beaucoup de dialogues et donc une narration racontée directement aux joueurs, en passant par des méthodes que j'ai déjà mentionnées. Mais comment pourrait-on introduire cette narration dans une attraction, me direz-vous ? Eh bien c'est très simple, en ajoutant un personnage qui met en place l'univers dans la file d'attente par exemple, avec Buzz qui nous parle d'une mission pour détruire la menace de Zurg, ou bien directement dans l'attraction comme c'est le cas dans Ratatouille avec un ou plusieurs personnages qui nous parlent en continu de l'histoire. Attention, il est vrai que je viens de parler très sèchement de ce type de narration, mais il est intéressant même si personnellement je le trouve long et inutile. Il peut permettre à un jeu de sortir du lot et d'ajouter de la saveur à la trame narrative de l'histoire. Cependant, il existe selon moi une méthode qui est bien plus efficace, la narration environnementale. Bon, comme vous l'aurez deviné, la narration environnementale est guidée par les décors d'un média, par l'ambiance qu'il y a autour des différents protagonistes. Cette narration permet d'ajouter des phases de réflexion et d'analyse lorsque l'utilisateur découvrira pour la première fois un lieu. Dans Star Wars par exemple, lorsque l'on regarde l'état de décomposition du Millennium Falcon, on peut se demander les différentes aventures qu'il a vécues. Dans le livre Joyland de Stephen King, on ressent l'ambiance glauque du parc de Havens Bay, et on se demande ce qui a pu réellement se passer dans la maison hantée. Bref,
Dans ce cas-là, l'utilisateur est vraiment pris à partie pour découvrir de lui-même ce qui définit l'univers, même si les grandes lignes sont déjà tracées et lui permettent d'avoir une base forte de réflexion. On peut retrouver cet aspect de découverte et d'analyse dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, sorti l'année dernière. Je vous ai déjà parlé sur cette chaîne de ses grandes qualités en tant que monde ouvert, mais on se rend compte tout au long de notre chemin, dans cette vaste étendue, que des événements passés ont véritablement impacté l'univers dans lequel on évolue. Du plus obvious avec le château d'Hyrule en ruine protégé par Zelda, en passant par la plus discrète disparition du ranch Lolon, toutes ces scénettes nous permettent de comprendre facilement ce qui a bien pu se dérouler durant le siècle dernier. Il est intéressant de noter que la narration racontée du jeu ne se focalise que sur 2-3 scènes importantes, nous laissant approfondir notre compréhension de l'univers en analysant le décor qui nous entoure. On peut faire d'ailleurs le parallèle avec l'attraction Pirates of the Caribbean qui a ouvert sans licence en 1967 à Anaheim et en 1992 en France par la suite. Dans cette attraction, on est guidé au gré des scénettes, sans pour autant connaître la trame narrative forte de l'histoire. Chaque point de détail nous permet de définir des situations. Pourquoi les hommes ont l'air de se presser à sortir des geôles? Sûrement à cause de l'inondation que subit le bâtiment et des plafonds qui s'effritent. Pourquoi cet homme est noyé dans un puits? Ce doit tout simplement être le maire du village que les pirates sont en train de piller. Mais pourquoi cet homme dort avec des cochons? Sûrement à cause du rhum. Bref, j'en passe, vous avez compris où je veux en venir. Tous ces petits points d'intérêt permettent aux visiteurs d'intégrer petit à petit la trame narrative et l'univers de l'attraction. Mais ne nous attardons pas trop sur cette attraction, on aura le plaisir d'en reparler dans une prochaine analyse. Et passons tout de suite à la dernière catégorie, la narration induite. Là, pour le coup, le nom que je lui donne n'est sûrement pas celui qui est utilisé en règle générale. Ce que je nomme la narration induite est tout ce qui va découler d'un univers bien plus connu que le média que l'on observe. En général, les produits de ce type sont dérivés d'une licence forte et connue de tous, comme les grands blockbusters cinématographiques ou bien les œuvres de fiction littéraire. Dans la série Star Wars Rebels, lorsque l'on évoque pour la première fois le mot Dark Vader, le spectateur saisit directement de qui on parle, sans même l'avoir vu à l'écran. Lorsque l'on va parler de Graal dans la série Camelot d'Alexandre Astier, on comprend facilement qu'il s'agit de la relique antique décrite dans les romans de Chevaliers de la Table Ronde. Ce fait d'être contenu dans un univers connu du spectateur permet de développer les plus discrets aspects et donc d'amener de nouvelles choses dans les univers de base, comme l'humour dans les romans arthuriens ou une aventure alternative dans l'univers de la guerre des étoiles. Pour ce qui est des jeux vidéo où cette narration est présente, on peut parler de Toy Story 2, qui reprend les grandes lignes narratives du film tout en ajoutant des séquences de gameplay, ajoutant de la profondeur à l'univers, avec les différents mini-boss par exemple, ou bien les nombreux jeux de l'univers étendu Star Wars qui ont permis de révéler les aspects inconnus de la Force, tout en restant raccord et constant avec la ligne directrice des 10 opus principaux de la saga. Niveau attraction, on peut parler ici des Dark Rides d'ouverture de Disneyland Resort, puisque Blanche-Neige, Pinocchio, Alice et Peter Pan respectent parfaitement ce schéma. On va passer de scène en scène sans vraiment nous expliquer qui sont les personnages que l'on croise, tout en nous racontant brièvement l'histoire du classique Disney, grâce au décor et aux enchaînements de scénettes. Pour ces attractions, ne pas avoir à décrire précisément la storyline, puisque connue de tous, permet d'approfondir le propos du récit, et donc de faire vivre une expérience bien différente de celle décrite dans le support de base. Pour reprendre l'exemple de Blanche-Neige, là où dans le film la joie et l'amitié prend une grande place, dans l'attraction, l'ambiance est beaucoup plus sombre, et décrit toutes les mésaventures que vont rencontrer les différents personnages dans le récit, permettant aux visiteurs de prendre note de la dimension sombre de l'histoire de la femme la plus belle du pays. Il en est de même pour l'attraction Pinocchio, qui nous transporte dans l'univers forain, mettant de côté tout le débat interne du personnage, souhaitant devenir un vrai petit garçon. Pour ce qui est de Alice, présent uniquement à Anaheim, on va découvrir tout l'univers de la folie, et pour Peter Pan, mettre en avant l'aventure. Bien évidemment, l'univers de la narration n'est pas aussi fermé que ce que je viens de vous exposer, mais je pense que cela peut vous permettre de dissocier plus facilement les différentes œuvres qui vous sont proposées. Il est sûr qu'il n'existe que très peu de productions qui n'utilisent qu'une seule de ces méthodes narratives, le but étant de les utiliser toutes avec un bon équilibre pour rendre l'exposition de l'univers le plus interactif possible et faire en sorte que cela ne devienne pas barbant, nous donnant envie de dormir ou de spammer le bouton A dans les dialogues du jeu. Enfin bref, je pense avoir exposé tout ce qui pour moi prend de l'importance dans la narration d'un jeu, livre ou bien attraction. Mais je viens de le soulever, c'est une interprétation personnelle, et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez des différentes catégories de narration. J'espère que cette vidéo parlant un peu plus de théorie que d'attraction vous a plu, c'était Balo, et n'oubliez pas que...